J'ai passé 15 ans à étudier l'extinction des dinosaures sans jamais remettre en cause son origine, jusqu'au jour où une donnée que personne ne regardait plus a cessé de coïncider. Bonsoir, ici La Nuit raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Je dis extinction des dinosaures par commodité, comme tout le monde, mais je n'ai jamais aimé cette expression. Elle donne l'impression d'un épisode simple, d'une disparition nette, d'une porte qui se ferme. Dans les sédiments, rien ne se ferme vraiment. Les choses s'amincissent, se raréfient, se décalent de quelques centimètres, puis reviennent ailleurs, sous une autre forme, dans un autre bassin. Les mots tranchés servent au manuel. Le terrain, lui, est un art de la nuance. Je ne suis pas paléontologue au sens romantique, celui des films où l'on découvre un squelette entier sous un soleil rasant. Mon quotidien a davantage la couleur des solvants et des gants nitriles. Je suis géochimiste, spécialisé dans les traceurs isotopiques des événements de crise. Je travaille sur la limite Crétacé-Paléogène, ce que les anglo-saxons appellent simplement la boundary, comme s'il n'en existait qu'une. Je la connais à l'échelle du grain, au point de pouvoir, certains jours, reconnaître son odeur de poussière humide avant même d'avoir vu la couche. La limite se situe autour de 66 millions d'années. À cette date, une fraction considérable des espèces disparaît, sur Terre et dans les océans. Parmi elles, les dinosaures non aviens, oui, mais aussi des ammonites, une partie du plancton calcaire, des reptiles marins et une quantité d'organismes dont personne ne fait des posters. Dans les coupes bien conservées, on voit un avant riche, un après appauvri, puis une lente reconquête. Rien d'un effondrement total de la vie, plutôt un réarrangement violent de ses proportions, une redistribution des dominances. Les faits admis, je les ai enseignés. Je les ai répétés en colloque, sans trembler, sans chercher à être intéressant. Un impact à Chiquixulub sur la péninsule du Yucatan. Un cratère d'environ 180 km de diamètre. Une énergie libérée gigantesque. Une éjection de matériaux vaporisés, des sphérules vitrifiées, des quartz choqués. Une anomalie en iridium, élément rare dans la croûte terrestre, mais plus fréquent dans certains corps extraterrestres. Un hiver d'impact, la poussière et les aérosols dans la stratosphère, l'effondrement de la photosynthèse, puis la cascade trophique. L'acidification des océans. Les incendies à l'échelle continentale, suggérés par la suie et les polyaromatiques dans certaines sections. Un spike de fougères au redémarrage, comme un tapis opportuniste sur un sol brûlé. En parallèle, les trappes du Décan en Inde, des éruptions basaltiques massives à peu près contemporaines. Les débats sur leur rôle exact, sur l'addition des effets, sur l'ordre des causalités. Je connais ces discussions par cœur et j'ai toujours trouvé qu'elles étaient, au fond, moins passionnées que performatives. Chacun a son camp, son style de figure, son jeu de données. Mais tout le monde s'accorde sur une chose. Il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Rapide à l'échelle géologique, brutal à l'échelle du vivant. Ce qui m'a retenu dans ce domaine, ce n'est pas l'événement lui-même. C'est la couche. Une couche est un mensonge très particulier. Elle prétend être une surface dans le temps. Elle n'est presque jamais une surface. Elle est une durée écrasée, un intervalle comprimé en une pellicule. Dans certains sites, la limite Crétacé-Paléogène tient dans quelques millimètres d'argile sombre. Dans d'autres, elle s'étale en dizaines de centimètres remaniés, bioturbée, érodée, comme si le monde avait refusé de laisser une trace nette. Quand on cherche une cause globale, on est tenté de privilégier les endroits où la trace est propre. C'est là qu'on commet souvent la première erreur, confondre le mieux conservé avec le plus représentatif. Mon travail consistait, au départ, à faire la part des choses. Mesure après mesure, site après site, je cherchais des marqueurs robustes, ceux qui résistent aux conditions locales, ceux qui traversent les biais de dépôt. J'ai consacré des années à des isotopes qui ne font rêver personne, osmium, strontium, néodyme, parfois chrome. J'ai fait des voyages entiers pour prélever quelques grains d'argile, en vérifiant les contextes, en photographiant les contacts, en notant les orientations, en parlant aux géologues locaux qui, eux, avaient le sens pratique que les labos perdent. Je me souviens de Stevne Klint au Danemark,
une falaise blanche striée d'un trait sombre si fin qu'on pourrait croire à une mauvaise blague. Voilà donc, disait-on, l'un des grands tournants du vivant. Une ligne comme un coup de crayon. Je me souviens aussi de la région de Hell Creek aux États-Unis, de ses sédiments continentaux, de ses lentilles de grès, de ses niveaux de charbon, des fragments d'os dans des argiles rougeâtres. Je me souviens de Gubbio en Italie, où l'histoire moderne de la limite s'est écrite, et où l'argile de transition a ce grain particulier qui colle aux doigts. J'ai connu les routines rassurantes, dissoudre, filtrer, purifier sur résine, mesurer au spectromètre de masse, comparer aux standards, corriger les blancs, refaire un lot parce qu'un tube a fui. Les résultats s'empilent, et on finit par croire que l'événement est, lui aussi, empilable. Une colonne de chiffres, une explication élégante. Pendant longtemps, tout a tenu. Les profils d'Iridium, lorsqu'ils étaient présents, coïncidaient avec d'autres signatures d'impact. Les rapports isotopiques de l'osmium, lorsqu'on les mesurait correctement, indiquaient un apport extraterrestre plausible. Les cendres, les sphérules, les cartes choquées, les anomalies en platinoïdes, tout cela racontait une histoire cohérente. Même le décane pouvait se glisser dans le tableau, des émissions de dioxyde de carbone sur le long terme, des perturbations climatiques préalables, une biosphère déjà sous contrainte, et un choc final. J'ai donc été, pendant des années, un homme satisfait, pas heureux, pas enthousiaste, satisfait. La satisfaction est la drogue du scientifique, elle vous fait croire que vous avez atteint un plateau stable, que la montagne a cessé de bouger sous vos pieds. Et puis, il y a eu cette anomalie mineure. Je ne l'ai pas vue dans une coupe spectaculaire. Je ne l'ai pas découverte en cassant une roche au marteau, ni en observant au microscope une structure impossible. Je l'ai rencontrée dans un tableur, tard le soir, alors que le bâtiment du laboratoire s'éteignait étage par étage, et que les couloirs prenaient cette odeur de poussière tiédie. J'étais en train de consolider une série de données sur l'osmium pour un article de synthèse. L'osmium est utile parce que l'océan, à l'échelle globale, homogénéise relativement vite ce métal à travers les apports continentaux et extraterrestres. Un impact riche en osmium modifie brusquement le rapport isotopique marin et la perturbation peut être enregistrée dans les carbonates ou les argiles, selon les environnements. L'idée était simple, aligner les sites marins, corriger les effets de diagenèse et reconstruire l'amplitude de la pointe au moment de l'événement. Une affaire de méthode presque ennuyeuse. Je me suis arrêté sur un point, puis sur deux. Un site, d'abord une section peu citée et prélevée il y a longtemps, avec des analyses publiées dans un supplément que personne ne lit. La pointe d'osmium y était plus nette que partout ailleurs, et surtout elle était trop propre. Pas trop grande, pas extravagante, simplement trop propre. Les variations avant et après étaient étonnamment symétriques, comme si le système avait été perturbé puis ramené à l'équilibre avec une précision qui ne ressemble pas aux océans. J'ai mis cela sur le compte d'un biais, un dépôt particulier, une sélection de niveaux trop finement échantillonnés, un effet local de bassin charmé. Je suis passé. Puis un deuxième site, à des milliers de kilomètres, en environnement totalement différent, montrait la même symétrie, à une résolution comparable. Là, j'ai ralenti. Deux coïncidences peuvent être un hasard. Deux coïncidences identiques, dans des contextes éloignés, deviennent un motif. Et un motif en géochimie est une question qui se cache derrière une courbe. Je suis remonté aux publications originales. Elles étaient anciennes, prudentes, presque timides. Les auteurs signalaient la forme particulière du signal, puis la rangeaient dans la catégorie des variations liées à la dynamique de dépôt. Rien d'alarmant. Rien surtout qui contredise l'impact. Ce qui m'a gêné n'était pas l'existence d'une pointe, mais sa forme temporelle. Dans nos modèles, un apport soudain d'éléments extraterrestres devrait se traduire par une impulsion, un pic brutal, puis une décroissance contrôlée par le mélange océanique et les apports continentaux. Selon les paramètres, la queue peut être plus ou moins longue, plus ou moins irrégulière, mais une symétrie quasi parfaite implique, en termes simples, une montée et une descente, qui se répondent
comme si elles étaient contraintes par un même mécanisme. Je me suis dit que je surinterprétais. Alors j'ai fait ce que je fais quand je doute, j'ai cherché un autre traceur. J'ai pris les données de chrome, en particulier les isotopes du chrome associés aux poussières d'impact. J'ai pris des séries où l'on avait mesuré les sphérules, la suie, les éléments du groupe du platine. J'ai cherché, non pas une anomalie, mais une cohérence de forme. Et j'ai trouvé, dans un coin du corpus, quelque chose d'encore plus discret. Une datation. Une datation. Pas une datation spectaculaire du cratère. Pas les grandes mesures qu'on cite dans les ouvrages. Une petite série d'analyses sur des microsphérules vitrifiées, réalisées avec une méthode améliorée et rapportées comme une note technique. Les auteurs se félicitaient d'avoir obtenu une contrainte temporelle plus serrée sur la séquence de dépôt des éjectats. Ils donnaient une durée d'installation de la couche, une estimation de la fenêtre de retombée, puis concluaient que cela confortait le scénario d'impact. Tout le monde a lu cela comme un progrès normal. Moi aussi, au début. Puis j'ai relu les chiffres, lentement, comme on relit une phrase pour en entendre la grammaire, et j'ai senti une résistance dans le texte. La fenêtre était trop étroite. Je ne parle pas d'une précision instrumentale. Je parle d'une prétention implicite sur le monde. L'idée que, sur des continents entiers, dans des environnements marins et continentaux, avec des remaniements, des pluies, des cycles saisonniers, on puisse retrouver une signature déposée dans un intervalle si bref, sans dispersion, sans décalage, sans lissage. Il y a des couches fines, oui, il y a des dépôts rapides, oui, mais ce qui s'accumule vite s'accumule aussi de manière sale. La Terre n'est pas un laboratoire. Elle ne dépose pas des films uniformes comme une machine. Or, dans certains sites, on avait l'impression inverse, une couche déposée vite et proprement. Ce n'était pas un impossible, c'était un étrange, le genre d'étrangeté qui ne déclenche aucune alarme parce qu'elle ne renverse rien, elle se contente de toucher la cohérence comme on touche une dent avec la langue, non pas pour la casser, mais pour vérifier qu'elle est toujours là. Je me suis forcé à revenir au fait admis, à cette discipline que je respecte, ne pas bâtir un château sur une gêne. Les faits admis, les voici tels que je les écrivais sur mes fiches. Il existe une limite stratigraphique globale autour de 66 millions d'années, identifiable dans de nombreux bassins. Cette limite correspond à une crise biologique majeure attestée par une disparition rapide de taxons, particulièrement dans le plancton calcaire et chez les dinosaures non aviens. Il existe un cratère d'impact, Chicxulub, daté de manière compatible avec cette limite. Il existe des marqueurs minéralogiques et géochimiques typiques d'un impact majeur, quartz choqué, tectite ou microsphérules, anomalies en éléments sidérophiles, notamment iridium. Il existe des indices de perturbations climatiques et écologiques à court terme, suie, changement abrupt dans certains isotopes du carbone, effondrement de la productivité, puis reprise opportuniste. Il existe un volcanisme massif contemporain, les trappes du Décan, susceptibles d'avoir contribué à des stress préalables et doux postérieurs. Rien dans cette liste ne se contredit. Mon malaise ne portait donc pas sur le scénario général, il portait sur le degré d'efficacité. Dans les discussions, on parle souvent de catastrophe, mais une catastrophe naturelle a des bords flous. Elle frappe fort, mais elle frappe avec des irrégularités. Un impact n'est pas un scalpel. Un hiver d'impact n'est pas un programme. Les incendies ne brûlent pas à la même intensité sur tous les continents. L'acidification ne se répartit pas comme une règle posée sur la mer. Pourtant, plus je regardais certaines coupes, plus j'avais l'impression d'une efficacité presque géométrique. Une couche d'argile, une signature, un avant et un après, comme si l'événement avait imposé un nouveau régime. Puis s'était retiré en laissant derrière lui un système stabilisé. Je me suis reproché ces pensées. Je les ai considérées comme une fatigue, un excès de données, une tendance humaine à chercher des intentions là où il n'y a que des forces. Je me suis dit que les coupes propres étaient rares, et qu'on les regardait trop parce qu'elles étaient belles. Alors j'ai fait ce que j'aurais dû faire dès le début. Je suis allé vérifier moi-même un échantillon. Il y a dans les réserves du laboratoire
Une collection qui ressemble à un cimetière d'efforts. Des boîtes, des sachets, des flacons, des codes au feutre. Certains prélèvements datent d'avant que je rejoigne l'équipe. Ils viennent de missions anciennes, de collaborations interrompues, de thèses abandonnées. J'ai toujours eu un respect superstitieux pour ces restes, comme si toucher un échantillon oublié risquait de réveiller l'intention de celui qui l'avait prélevé. J'ai retrouvé, au fond d'une caisse, une série provenant d'un site marin peu spectaculaire, mais réputé pour la conservation fine de la limite. Je ne donnerai pas ici le nom exact du site, pas par mystère, simplement parce qu'il importe peu et parce qu'il n'est pas à moi. J'avais l'autorisation de travailler sur ces échantillons, mais je n'avais pas le droit de les transformer en récits. J'ai pris 3 niveaux. Un juste en dessous de la limite, un dans la couche sombre, un juste au-dessus. J'ai fait la préparation avec une attention presque cérémonielle. Je voulais éliminer tout soupçon de contamination. J'ai répété des blancs. J'ai utilisé des réactifs neufs. J'ai pesé, noté, scellé. Quand les premiers résultats sont sortis, je n'ai pas eu de révélation. Rien d'extraordinaire. Les valeurs étaient dans les ordres de grandeur attendus. L'osmium montrait bien une perturbation. Le signal était présent, pas monstrueux. Ce n'est qu'en traçant la courbe, en ajoutant une interpolation simple, que j'ai revu cette symétrie, petite, obstinée, comme un défaut de fabrication. Une montée, puis une descente, qui se répondaient presque point pour point. Je me suis surpris à regarder le graphique comme on regarde une empreinte. La forme ne criait pas. Elle chuchotait. Je n'ai formulé aucune théorie ce soir-là. Je n'ai même pas osé prononcer, dans ma tête, les mots qui auraient donné à ce chuchotement une direction. J'ai simplement écrit, dans mon carnet de laboratoire, une phrase que je n'ai pas reprise dans l'article synthèse. La perturbation a une géométrie trop régulière pour un simple mélange. Vérifiez sur d'autres traceurs. C'était tout. Pourtant, en refermant le carnet, j'ai senti quelque chose se déplacer dans mon rapport au sujet, comme si, sans le vouloir, j'avais cessé d'étudier une catastrophe et commencé à étudier un geste. Je suis rentré chez moi tard, dans un froid sec, et j'ai pensé à une chose idiote. Si l'événement est un geste, alors quelqu'un quelque part a une main. Je me suis corrigé immédiatement, j'ai remplacé quelqu'un par quelque chose. Puis j'ai remplacé quelque chose par un mécanisme. Et j'ai essayé de dormir avec ce mot-là, mécanisme, parce qu'il ne contient aucune intention. Je n'ai pas bien dormi. Je n'ai pas bien dormi, mais ce n'était pas une insomnie nerveuse, c'était pire. Je dormais par tranches, et chaque tranche me ramenait au même graphique, à la même courbe qui montait et redescendait avec une politesse de machine. Le lendemain, j'ai fait ce que j'aurais fait pour n'importe quel résultat suspect, j'ai cherché des erreurs. D'abord les miennes, ensuite celles des autres. J'ai refait la préparation sur un duplicata, j'ai changé d'acide, j'ai changé de colonne de résine, j'ai demandé à un collègue de faire, à l'aveugle, une partie des mesures sans lui dire ce que je cherchais. Les valeurs sont sorties à quelques pourcents près. La forme du signal est restée. Je me suis senti alors à la fois soulagé et déçu. Soulagé parce que je n'avais pas commis de faute grossière. Déçu parce que l'anomalie survivait à l'hygiène du laboratoire. Une anomalie qui survit devient un travail. Je n'avais pas, à ce stade, la moindre envie de réécrire l'histoire de l'extinction. Je voulais seulement comprendre pourquoi, dans certains endroits, la limite se comportait comme une expérience contrôlée. Le premier réflexe d'un géochimiste, quand un signal paraît trop propre, est de suspecter la diagenèse. La roche, après son dépôt, vit sa vie, fluide, recristallisation, échange. Les isotopes peuvent être remis à zéro ou lissés. Une courbe symétrique peut être l'ombre d'une perturbation initialement chaotique, puis réorganisée par le temps. J'ai donc basculé sur des traceurs moins sensibles au remaniement tardif. Certains isotopes du chrome, par exemple, enregistrent des états d'oxydation et des apports particulaires qui se modifient moins facilement après dépôt. J'ai aussi regardé des rapports d'éléments qui, en principe, ne devraient pas s'aligner si un fluide a tout mélangé. Les résultats n'ont pas tranché net, ils ont fait pire,
ils ont ajouté de petites incohérences supplémentaires. Dans les niveaux juste au-dessus de la limite, on s'attend à voir des indices d'un monde appauvri, d'une productivité effondrée. C'est ce qu'on observe souvent, notamment dans les isotopes du carbone, une chute du 13, signe d'une perturbation massive du cycle, et puis après une remontée plus ou moins lente selon les environnements. Or, dans cette série d'échantillons, la remontée était étonnamment rapide. Pas spectaculaire, mais rapide au regard de la violence supposée du choc. Et surtout, elle semblait se faire en 2 temps, une stabilisation précoce, puis une reprise. Comme si le système avait d'abord été calé, avant d'être reconquis. À ce stade, je pouvais encore expliquer tout cela par des effets locaux. Un bassin plus résilient. Un apport sédimentaire particulier. Une circulation océanique qui amortit l'hiver. Tout cela existe. Mais il y a un moment où l'argument local commence à sonner comme une excuse, surtout quand le même motif réapparaît ailleurs. J'ai donc élargi. Pendant plusieurs semaines, j'ai vécu avec une carte du monde mentalement superposée à des colonnes stratigraphiques. Je suis allé chercher des séries de données que je n'avais jamais regardées ensemble. Profil d'iridium, de suie, de sphérules, courbe de productivité, pic de fougère, gradient de température déduit des isotopes de l'oxygène, indice d'acidification. Je n'ai pas cherché une preuve unique. J'ai cherché une signature de comportement. La première incohérence qui s'est imposée n'était pas chimique. Elle était géographique. On raconte souvent l'événement comme une onde, impact au Yucatan, puis propagation des effets à travers l'atmosphère, les océans, les continents. En théorie, on devrait pouvoir dessiner des gradients. Plus fort près de l'impact, plus atténué loin, modulé par les vents dominants, par les courants, par les saisons. Or, pour certains marqueurs, le gradient était inversé ou absent. Il existait des sections très éloignées de Chicxulub où la couche d'éjecta semblait, non pas plus épaisse, cela peut arriver par transport, mais plus complète, plus continue, comme si elle avait été déposée dans des conditions particulièrement stables. À l'inverse, certains sites relativement proches, où l'on s'attendrait à une signature nette, montraient un enregistrement fragmentaire, comme si l'événement avait été, par endroits, étrangement, évité. On peut, encore une fois, expliquer cela par l'érosion, la bioturbation, la dynamique sédimentaire. Je l'ai fait sur le papier, je l'ai même présenté ainsi par réflexe à une doctorante qui travaillait sur un autre sujet. Mais je n'ai pas pu me débarrasser d'une impression, l'empreinte globale n'avait pas la logique d'un simple impact. Elle avait la logique d'un échec optimisé. Je n'ai pas employé ce mot, optimisé, à voix haute, il est dangereux. Il met une intention dans les données. Je l'ai remplacé, dans mon carnet, par un mot plus neutre, efficience. Ensuite, il y a eu l'incohérence énergétique. L'énergie d'un impact de 10 km de diamètre, même en ordre de grandeur, est colossale. Elle suffit à vaporiser des roches, à déclencher des incendies, à injecter des aérosols. Mais l'ampleur des incendies globaux est encore débattue. Certains auteurs parlent de fournaises planétaires, d'autres d'incendies régionaux étendus. Les données dessus sont hétérogènes. Ce qui m'a frappé, c'est que l'hétérogénéité, elle aussi, semblait organisée. Les zones où la suie est la plus abondante ne coïncidant pas toujours avec celles où l'on attendrait, selon les modèles, une chaleur radiative maximale. Certaines sections montrent une charge en suie énorme, mais peu de cartes choquées. D'autres montrent l'inverse. J'ai passé du temps sur ces discordances, comme on passe du temps sur des contradictions dans un témoignage. Dans un procès, une contradiction peut être une erreur de mémoire ou un mensonge. Dans les roches, une contradiction peut être une superposition de phénomènes différents. C'est là que j'ai commencé à soupçonner, pour la première fois, que ce que nous appelons l'événement n'était peut-être pas un seul événement. Je ne veux pas dire encore plusieurs causes au sens classique, volcanisme plus impact. Je veux dire plusieurs phases. Un choc initial, oui, mais peut-être suivi d'autre chose, d'une suite, d'un mécanisme secondaire qui aurait fait le gros du travail écologie. Là encore, je me suis arrêté avant de m'emballer. Je me suis interdit les grandes phrases.
J'ai limité mon attention aux données biologiques, parce qu'elles ont une manière très cruelle de ramener les spéculations à la réalité. Et c'est la biologie qui m'a fait le plus peur, précisément parce qu'elle ne fait pas de bruit. On parle de l'extinction comme d'un massacre. Or, ce n'est pas ce que l'on voit partout. Dans certains environnements marins, la disparition du plancton calcaire est brutale, oui, mais dans d'autres, on voit des survivances inattendues, des espèces Lazarus, qui réapparaissent après une absence, comme si elles avaient trouvé un refuge ou un mode de vie temporaire. Ce phénomène est connu. Il peut s'expliquer par des niches profondes, par des zones de résilience. Ce qui m'a gêné, ce n'était pas l'existence de refuges, c'était leur distribution. Les refuges semblent apparaître là où il faut au bon moment pour permettre un redémarrage rapide de certains cycles, tout en laissant d'autres lignées s'effondrer sans retour. Certaines chaînes alimentaires se recollent presque trop bien. Les opportunistes prennent la place. Les spécialistes disparaissent. C'est en soi logique. Mais quand j'ai croisé ces observations avec des données sur les mammifères, j'ai eu une impression d'ordre. Je ne suis pas spécialiste des mammifères fossiles. Je sais les grandes lignes. Au Crétacé, les mammifères sont présents mais généralement petits, diversifiés en niches mais dominés par les dinosaures. Après la crise, ils se diversifient, augmentent en taille, occupent des niches laissées vacantes. C'est un récit classique. Ce récit classique, pourtant cache un détail, la vitesse. Je ne parle pas de l'augmentation graduelle sur des millions d'années. Je parle des toutes premières fenêtres post-crise, des premiers niveaux du Paléogène. Dans certaines sections continentales, on observe une accélération de la diversification qui, sans être miraculeuse, est étonnamment efficace. Des formes apparaissent, se dispersent, se stabilisent, comme si les écosystèmes, au lieu de se débattre longuement dans un chaos durable, entraient assez vite dans un nouveau régime. Je sais que ce point est controversé. Les biais de fossilisation sont énormes, les sites sont rares. On peut toujours dire, on ne voit que ce qui se conserve. Mais j'ai commencé à voir la même signature dans d'autres indicateurs, une stabilisation climatique relative après l'événement, plus rapide qu'attendu si l'on prend au sérieux l'idée d'un monde durablement obscurci et refroidi. Une remise en marche de la photosynthèse qui, malgré l'effondrement, retrouve vite des trajectoires cohérentes. C'est à ce moment-là que j'ai écrit, pour la première fois, une phrase que je n'aurais jamais dû écrire. Même pour moi, on dirait un nettoyage. On dirait un nettoyage. Je l'ai relu, j'ai eu honte, je l'ai laissé. Un nettoyage n'est pas seulement une destruction. C'est une destruction suivie d'une remise à niveau. Ce mot « nettoyage » a une histoire lourde. Il applique un choix de ce qui doit rester et de ce qui doit partir. Je n'étais pas prêt à porter ce poids dans une discussion scientifique. Je ne l'ai donc pas prononcé. J'ai continué à chercher des explications naturelles. Un impact peut, en théorie, produire une sélectivité. Les grands animaux à reproduction lente sont plus vulnérables. Les chaînes alimentaires complexes s'effondrent plus facilement. Les espèces capables de se terrer, de se nourrir de détritus, de survivre à des hivers, ont un avantage. Tout cela peut ressembler à une sélection. C'est même quelque part la définition d'une crise. Alors pourquoi ce malaise persiste-t-il? Parce que, au fil des semaines, la sélection ne ressemblait plus à une sélection opportuniste. Elle ressemblait à une sélection fonctionnelle. Je vais être précis. Les dinosaures non aviens disparaissent. Les grands reptiles terrestres disparaissent. Une partie des reptiles marins disparaît. Les ammonites disparaissent. Le plancton calcaire s'effondre. Ce sont des dominants, oui. Mais ce qui survit, ce qui traverse, ce qui sert de pont, ce sont souvent des lignées qui ont en commun une capacité, exploiter des environnements perturbés, se reproduire vite, s'adapter à des régimes alimentaires variés, occuper des niches de reconstruction. Ce n'est pas mystérieux. C'est ce qu'on attend d'un redémarrage. Sauf que, statistiquement, la reconstruction semblait presque préparée. Je ne dis pas que la Terre veut reconstruire.
Je dis que les conditions post-crise, dans certaines régions, semblaient offrir des fenêtres étonnamment favorables à certains types de vie. Comme si le monde avait été débarrassé de ses dominants et ramené à une forme de simplicité exploitable. Je me suis rendu compte que je me surprenais à penser en termes d'ingénierie, simplification, robustesse, résilience, redondance. Je me suis forcé à revenir à mon métier, mesurer. Alors j'ai pris une décision qui, en apparence, était purement technique. Je suis allé chercher des échantillons d'un autre site, totalement différent, pour voir si les signatures de propreté existaient aussi là. Un site continental, cette fois, où la limite est enregistrée non pas par une argile marine, mais par des dépôts fluviaux, des sols fossiles, des cendres. Là où l'on s'attend à des irrégularités, des remaniements, des lacunes. J'ai obtenu l'accès par un collègue qui avait participé à une mission de terrain quelques années plus tôt. Il m'a prêté une série de prélèvements en me disant, sur un ton neutre, que ces niveaux-là étaient difficiles. J'ai compris qu'il voulait dire « Tu vas t'arracher les cheveux ». J'ai ouvert les sachets. Les sédiments avaient une texture différente, plus grossière, plus hétérogène. La limite n'était pas une ligne. C'était une zone, une transition brouillée par l'eau et le temps. Je m'attendais honnêtement à ne rien tirer de clair. Et c'est précisément là, au milieu du brouillard, que j'ai retrouvé quelque chose de net, une microcouche fine, sombre, enrichie en certains éléments, et surtout une signature thermique indirecte, déduite de minéraux formés à haute température, qui apparaissait comme un trait, presque aussi net que dans les sections marines. Dans un dépôt fluvial. Je n'ai pas tout de suite compris ce que cela impliquait. J'ai d'abord pensé à une cendre volcanique, à une retombée locale. Puis j'ai comparé la composition des grains vitrifiés avec ceux des sphérules d'impact. Les proportions n'étaient pas identiques, mais elles se répondaient assez pour que je n'ose pas conclure à une simple cendre. J'ai alors noté un autre détail, presque ridicule. La microcouche était incroyablement homogène sur plusieurs prélèvements séparés de quelques dizaines de mètres. Dans un environnement fluvial, l'homogénéité est rare. Les rivières déposent en patch. Les crues remanient. Les sols se forment. Les bioturbations brouillent. Et pourtant, cette pellicule semblait avoir été déposée comme une pluie fine, régulière, sur un paysage entier. Une pluie, le mot est venu sans que je le cherche. Je me suis assis là dans le laboratoire avec les sachets ouverts et j'ai essayé de me rappeler la dernière fois où j'avais vu une pluie laisser une trace aussi uniforme dans des dépôts continentaux anciens. Je n'ai pas trouvé d'exemple. Je me suis dit que j'exagérais. Alors j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, j'ai pris un cahier vierge et j'ai commencé à lister, sans interprétation, les anomalies que je voyais s'accumuler. Une forme temporelle trop symétrique sur certains traceurs. Des dépôts trop propres, trop continus, dans des contextes où l'on attend du bruit. Des gradients géographiques qui ne suivent pas toujours la logique d'une propagation simple depuis un point d'impact. Des discordances entre marqueurs thermiques, marqueurs d'éjecta et marqueurs d'incendie. Une reconstruction biologique rapide et fonctionnelle, comme si certaines fenêtres écologiques étaient particulièrement bien ouvertes. Et maintenant, une pluie de microparticules à haute température, déposées de façon étonnamment uniforme dans un environnement continental. J'ai relu la liste. Elle n'était pas assez longue pour être une théorie, mais elle était trop longue pour être un hasard. C'est à ce moment-là que j'ai eu une pensée que j'ai immédiatement rejetée. Et si, au lieu d'un impact unique et chaotique, nous enregistrions le passage d'un phénomène qui a une durée, une extension, et une capacité de produire des effets homogènes. Je me suis arrêté parce qu'une telle phrase vous entraîne vers des scénarios qui, dans ma discipline, attirent les opportunistes, ceux qui adorent les mystères. Ceux qui sautent sur une anomalie pour vendre une histoire. Je ne voulais pas d'histoire. Je ne voulais pas d'histoire. Je voulais un mécanisme. Et pour trouver un mécanisme, il fallait faire ce que je repoussais depuis le début. Aller chercher les données que personne n'aime, les données marginales, les archives, les vieux articles, les cartes poussiéreuses, tout ce qui n'a pas été intégré au récit officiel,
parce que cela complique sans renverser. Je savais où les trouver, dans les bibliothèques, dans les bases de données oubliées, dans les rapports de mission, dans les thèses jamais traduites, dans les suppléments. Ce soir-là, j'ai quitté le laboratoire en emportant non pas des échantillons, mais une liste de références. Et j'ai ressenti pour la première fois une forme de peur très calme. Pas la peur de découvrir quelque chose d'extraordinaire. La peur de découvrir quelque chose de banal, mais d'incompatible avec notre confort intellectuel. Je me suis plongé dans les archives comme on descend dans une galerie de mines, en sachant qu'on ne cherche pas une pépite, mais une couche de plus, un détail qui n'a pas trouvé sa place dans le récit général. La science moderne donne l'illusion que tout est accessible en quelques requêtes. En réalité, ce qui compte se cache souvent dans les marges, un supplément PDF mal indexé, une thèse jamais numérisée, un rapport de campagne d'échantillonnage écrit pour une administration, ou une série de données rejetées parce qu'elles ne collent pas, et qu'il est plus simple de l'appeler contamination. Je n'ai pas commencé par les grands noms. Je les connaissais. J'ai commencé par les références que personne ne cite, les notes techniques, les rapports internes de forage, les comptes rendus de réunions de programmes océaniques, les tables de données sans commentaire. La limite Crétacé-Paléogène a été perforée, carottée, recarottée, à travers des milliers de mètres de sédiments, par des navires de recherche qui ont changé de nom au fil des décennies. Dans ces carottes, on a la tentation de ne regarder que ce qui confirme l'histoire, la couche enrichie en iridium, les microsphérules, les variations d'isotopes du carbone. Tout le reste devient du bruit. Or, ce bruit, lorsqu'on le collecte avec patience, se met parfois à former une musique. J'ai trouvé un premier indice dans une série de rapports de carottes marines, anciens, austères, rédigés comme des inventaires. Les auteurs décrivaient des niveaux à haute teneur en éléments sidérophiles, mais ils notaient aussi, presque en passant, une chose qui m'a arrêté, juste au-dessus de la couche d'argile sombre. Ils observaient une microlamination, une alternance très fine de films riches en matière organique et de films plus minéraux, sur une épaisseur ridiculement faible. La microlamination est un détail. Elle peut avoir 1000 causes. Mais elle implique une condition, un dépôt calme, peu remanié, avec des variations régulières de flux, souvent saisonnières. Et elle apparaissait là, précisément là où l'on s'attendrait à un océan en convulsion, à des tempêtes de particules, à un chaos de dépôts. Je me suis dit bassin particulier, région abritée. C'est ce que je me disais toujours. Puis j'ai trouvé la même mention dans un autre océan, sur une autre plaque, dans un rapport écrit par une équipe différente, à une époque différente. Toujours la même formule, la même prudence, lamination fine. Dépôt non bioturbé, transition nette. Je n'avais pas besoin de beaucoup d'exemples pour que le doute change de forme. Il ne s'agissait plus d'une couche propre par hasard. Il s'agissait d'un phénomène qui, au moment le plus violent du récit, produisait aussi, localement, des conditions de calme. Calme, au-dessus d'un monde qui brûle, est un mot qui dérange. J'ai donc changé de méthode. Plutôt que d'empiler des anomalies, j'ai cherché une comparaison structurée avec d'autres extinctions de masse. C'est un exercice que je n'avais jamais fait sérieusement parce qu'il appartient souvent aux synthèses grand public. Les spécialistes, eux, restent sur leur événement, leur période, leur assemblage. Mais si mon malaise venait d'une impression de efficacité, il fallait la confronter à d'autres crises biologiques, à d'autres catastrophes réputées. J'ai pris des 5 grandes extinctions de masse dont on parle classiquement, fin de l'Ordovicien, Dévonien tardif, fin du Permien, fin du Trias et Crétacé-Paléogène. J'ai ajouté quelques événements intermédiaires, moins célèbres, mais instructifs. Ce que l'on apprend vite, quand on compare, c'est que la plupart des extinctions de masse ont des contours étalés. Elles s'installent, parfois en plusieurs pulses. Elles laissent des signatures de stress prolongées, anoxie des océans, variation du niveau marin, volcanisme durable, changement climatique graduel. Même quand la mortalité est massive, la stratigraphie a du flou. Le Crétacé-Paléogène, lui, a une étrangeté inverse, une netteté. On a beau rappeler que la disparition de certaines lignées est progressive, que les dinosaures sont rares avant même la limite dans certains bassins,
que les enregistrements continentaux sont incomplets, il reste ce fait. Dans des dizaines de sections marines, la transition planctonique est brutale et la couche d'argile joue le rôle d'une balise globale. Cette netteté a toujours été l'un des arguments en faveur de l'impact. Un choc laisse une marque instantanée. Mais ce que j'ai vu, en comparant, c'est que la netteté du Crétacé-Paléogène ne ressemble pas seulement à instant. Elle ressemble à une opération qui délimite un avant et un après de manière fonctionnelle. Dans l'extinction du Permien, par exemple, la vie s'effondre dans un contexte d'anoxie et de réchauffement extrême. C'est une lente asphyxie, une dérive. Dans le Crétacé-Paléogène, même si des stress existent avant, l'événement central agit comme un basculement de régime, puis le système, étonnamment vite, se cale sur un nouveau niveau de fonctionnement. C'est là que le mot « nettoyage » est revenu, malgré moi, mais sous une forme plus acceptable, remise à zéro. Une remise à zéro n'implique pas une intention, seulement un mécanisme qui ramène un système complexe à un état plus simple. Puis laisse la dynamique repartir. Je n'étais pas le premier à avoir ce type de pensée. En fouillant, j'ai trouvé des publications anciennes qui utilisaient, avec prudence, des métaphores proches, recettes écologiques, simplification trophique, recolonisation opportuniste. Rien de scandaleux. Ce qu'il était, c'était que certaines de ces publications avaient été marginalisées non parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles compliquaient la causalité. Elles refusaient l'aversion à un impact, donc extinction. Elles décrivaient un impact, oui, mais insistaient sur la séquence post-impact comme sur un processus en soi. Dans une thèse oubliée, j'ai trouvé un chapitre entier sur ce que l'auteur appelait des fenêtres d'habitabilité post-crise. Le terme m'a frappé, parce qu'il ne ressemble pas à un vocabulaire paléontologique classique. Il ressemble à un vocabulaire de climatologue ou d'exobiologiste. L'auteur, pourtant, restait dans les limites de sa discipline. Il décrivait des environnements continentaux, où la température, l'humidité, la disponibilité de nourriture et la structure des habitats semblaient, très tôt, converger vers des conditions stables malgré l'ampleur du choc. Le jury, notait-il dans les remerciements, avait trouvé ce chapitre spéculatif. Il avait été coupé de l'article principal. Je me suis surpris à ressentir une colère froide, pas contre le jury. Contre moi, contre nous, contre cette habitude collective de couper ce qui dérange l'élégance. Puis j'ai trouvé ce que j'appelle, aujourd'hui encore, la première donnée vraiment interdite. Je n'utilise pas ce mot au sens dramatique. Personne n'a classifié ces résultats, personne ne les a censurés officiellement. Ils étaient interdits de fait, parce qu'ils vivaient dans un dossier que personne ne voulait porter au centre de la table. Il s'agissait d'analyses de gaz nobles piégés dans des structures carbonées trouvées dans la couche de limite, dans quelques sites seulement. Le genre d'études que l'on cite en note, puis qu'on oublie, parce qu'elles demandent des instruments rares et qu'elles ouvrent des questions compliquées. L'idée était simple, certaines structures carbonées, formées à haute énergie, peuvent piéger des signatures de gaz qui renseignent sur l'origine des matériaux. Les résultats suggéraient un mélange inhabituel. Pas seulement un apport extraterrestre attendu. Un mélange qui, selon les auteurs, pouvait indiquer des conditions de formation et de refroidissement extrêmement spécifiques. Il n'allait pas plus loin. Il concluait prudemment. Et pourtant, la prudence elle-même avait la forme d'un avertissement. Les conditions nécessaires sont difficiles à obtenir dans un scénario simple. Je n'avais pas la compétence pour juger entièrement cette littérature, mais j'avais assez de sens physique pour comprendre une chose. Quand des gens écrivent « difficile à obtenir », cela veut dire « nous ne savons pas comment cela arrive » sans ajouter quelque chose. Ce quelque chose, à ce stade, pouvait être 1000 choses naturelles, un plasma d'impact, des réactions atmosphériques, des incendies généralisés, des interactions avec l'océan, des effets du volcanisme simultané. Je ne cherchais pas à trancher. Je cherchais à comprendre si le Crétacé-Paléogène portait une signature de séquence, pas seulement de choc. C'est en recoupant ces lectures que j'ai vu apparaître un motif que je n'avais pas formulé clairement jusque-là. Dans les autres extinctions de masse, la crise ressemble à une dégradation. Le système se détériore, puis peine à remonter. Au Crétacé-Paléogène,
La crise ressemble davantage à une coupure suivie d'une stabilisation. C'est une différence subtile, mais elle change tout. Une coupure suppose un événement discret. Une stabilisation suppose une dynamique qui limite les dérives, qui empêche le système de rester trop longtemps dans le chaos. J'ai commencé à m'intéresser alors à un paramètre que je n'avais pas assez regardé, l'azote. Il existe des données sur des nitrates, sur des isotopes d'azote, sur des indices de perturbation atmosphérique, notamment liés à la chimie des oxydes d'azote produits par des températures extrêmes. Ces données sont bruyantes, rares, difficiles. Mais elles ont une particularité, elles touchent à l'atmosphère, au moteur global. Et l'atmosphère, contrairement à un bassin sédimentaire, homogénéise vite. Si quelque chose a modifié l'atmosphère à l'échelle planétaire, on peut espérer en voir une trace cohérente. Je n'ai pas trouvé de réponse nette. J'ai trouvé, encore une fois, des mentions marginales, des pics interprétés de mille façons, des incertitudes, des débats. Mais j'ai vu que certains modèles postulaient des injections d'oxyde et d'aérosols qui ne s'expliquaient pas entièrement par un impact seul, à moins de choisir des paramètres extrêmes. Le mot paramètre est important. Il dit pour que le scénario fonctionne, il faut régler le monde sur certaines valeurs. Je me suis rendu compte que, depuis le début, je faisais exactement l'inverse. Je voyais dans les données à réglage. Ce constat aurait dû me faire reculer. Il m'a fait avancer. J'ai demandé l'accès à des archives physiques, celles qu'on ne consulte plus. Dans mon institut, il y a une petite salle où l'on stocke des documents papier, anciens lobes de carottage, carnets de mission, correspondance scientifique, rapports de consortium. Rien d'excitant. Une poussière particulière, des agrafes oxydées, l'odeur du carton vieux. J'ai trouvé une série de courriers entre deux équipes, datés de plusieurs décennies, à propos d'un détail qui m'a coupé le souffle par sa banalité. Une divergence sur la position exacte de la limite dans une carotte, de quelques millimètres. Les équipes se disputaient sur la corrélation. L'une affirmait que la couche d'argile sombre était remaniée. L'autre affirmait qu'elle ne l'était pas. La discussion était technique, parfois sèche. Puis, au milieu, une phrase, écrite par quelqu'un dont je reconnaissais le nom. Un vieux chercheur respecté. Si la couche est primaire, alors la transition est trop nette pour ce que nos modèles prévoient. Il faut envisager une phase de dépôt contrôlé. Dépôt contrôlé. Je suis resté longtemps sur ces deux mots. Ce chercheur n'avait pas écrit cela pour faire du mystère. Il écrivait cela comme on écrit une hypothèse de travail. Mais je savais par expérience ce que ce genre de phrase devient dans une communauté. On la laisse mourir parce qu'elle coûte trop cher à explorer. Je n'ai pas ressenti, à ce moment-là, un triomphe. J'ai ressenti une confirmation triste. Je n'étais pas en train d'inventer un malaise. Il existait déjà depuis longtemps dans des marges. Il avait simplement été neutralisé par le récit dominant. Je suis sorti de la salle d'archives avec une copie de ce courrier et quelques autres, et je suis retourné au laboratoire comme on revient d'un lieu où l'on n'aurait pas dû aller. Le soir même, j'ai tenté de formaliser ce que je cherchais vraiment. Je ne cherchais pas à contester l'impact. Je cherchais à comprendre si l'impact était tout, ou s'il n'était que le déclencheur d'un processus plus vaste, plus structurant. Et si un processus avait existé, il devait laisser une signature ailleurs que dans les argiles, dans la trajectoire même de l'objet, dans sa composition, dans la manière dont il a rencontré la Terre. C'est là que la piste astronomique s'est imposée, non comme une échappatoire, mais comme une nécessité logique. Si l'événement porte une efficience anormale, alors cette efficience peut être, au moins en partie, inscrite dans l'objet initial. Je me suis promis de ne pas prononcer, même intérieurement, les mots qui auraient rendu cette pensée spectaculaire. Je me suis contenté d'écrire sur une page neuve, en haut, comme un titre de travail. Étudier l'impacteur comme un système, pas comme un caillou. Je me suis forcé à traiter l'impacteur comme un objet physique, pas comme un symbole. Pendant des années, je n'allais parler de lui qu'à travers ses conséquences, le cratère, la couche d'iridium, les sphérules, l'hiver d'impact. J'employais, comme tout le monde, des phrases commodes
un astéroïde d'environ 10 km ou un corps extraterrestre. On donne une taille, une masse, une vitesse, et on croit avoir décrit quelque chose. Mais si mon malaise venait d'une impression d'efficience, alors je devais regarder la source, pas seulement l'empreinte. L'astronomie, pour un géochimiste, est une langue étrangère, mêmes chiffres, mêmes équations, mais des intuitions différentes. Chez nous, la roche ment en se modifiant. Chez eux, l'objet ment en étant reconstruit depuis des traces indirectes. Je savais que je risquais de me perdre dans les modèles, de confondre une hypothèse élégante avec une réalité historique. Je n'avais pas le droit. J'ai commencé par la base. L'énergie. Le cratère de Chicxulub, sa taille, sa structure, sa zone de fonte, la géométrie de l'anneau de Pix, tout cela contraint l'énergie libérée. On peut discuter des détails, des propriétés des roches, de l'angle d'impact, mais on reste dans un ordre de grandeur qui, à l'échelle humaine, est inimaginable et, à l'échelle planétaire, mesurable. Ce qui m'a frappé, en replaçant les chiffres côte à côte, c'est que la même énergie semblait produire, selon les interprétations, tantôt un monde plongé dans une obscurité longue et totale, tantôt un monde perturbé mais rapidement stabilisé. Les deux récits existent dans la littérature. Les deux ont des arguments. Et pourtant, si l'on prend au sérieux certains marqueurs de combustion globale et d'effondrement photosynthétique, on a besoin d'un mécanisme extrêmement efficace d'injection de poussière et d'aérosols dans la stratosphère. Là, tout le monde se tourne vers un détail géologique. La cible. Le Yucatan, à l'époque, n'était pas une simple croûte basaltique. C'était une plateforme carbonatée riche en évaporites, notamment en sulfate. L'impact, en vaporisant ces roches, aurait injecté des quantités énormes de soufre sous forme d'aérosols, ce qui est, pour l'atmosphère, l'équivalent d'un rideau. C'est un argument solide. Il explique pourquoi un impact de cette taille peut avoir un effet climatique aussi sévère. Mais il introduit, sans qu'on le dise, une forme de hasard extrêmement favorable. Parce que pour obtenir le maximum d'effet global, il ne suffit pas qu'un objet frappe la Terre. Il faut qu'il frappe le bon matériau, à la bonne profondeur, avec une énergie distribuée de la bonne manière. Je me suis retenu de qualifier cela. Je me suis contenté de noter. Le scénario maximal dépend d'une configuration optimale de cible. Ensuite, j'ai regardé l'angle. C'est un sujet délicat parce que la reconstruction d'un angle d'impact est un mélange de géophysique, de modélisation numérique et d'interprétation de dépôts d'éjecta. On utilise des asymétries, distribution des sphérules, épaisseur des dépôts, structure de cratères, anisotropie dans les ondes sismiques fossiles. Rien n'est direct, tout est inféré. Or, ce qui ressortait de plusieurs reconstructions, c'est que l'impact n'était probablement pas un tir rasant. Il était relativement incliné, pas loin d'un angle considéré comme particulièrement efficace pour excavater et injecter. Je ne dis pas que les auteurs utilisaient le mot « efficace ». Ils utilisaient des termes neutres, maximisent la hauteur du panache, favorisent l'éjection de matériaux fins, augmentent la fraction d'aérosols stratosphériques. Ce sont des phrases techniques. Je les ai lues autrement, parce que je venais d'ailleurs. Elle disait « La géométrie du choc tend vers une configuration qui produit beaucoup de poussière fine au bon endroit de l'atmosphère. Encore une fois, cela peut être un hasard. La Terre reçoit des impacts sous tous les angles, mais je n'arrivais pas à éteindre l'impression d'accumulation. Cible favorable, angle favorable, signature de dépôt propre, dans certains environnements, stabilisation rapide. Je me suis alors concentré sur ce que je pouvais mesurer, moi, sans spéculer. La composition de l'impacteur. On l'a fait en grande partie par les éléments du groupe du platine et certains isotopes, en comparant les ratios observés dans la couche à ceux des différents types de météorites. Ce n'est pas une identification parfaite, parce que la couche est un mélange matériaux extraterrestres plus matériaux terrestres volatilisés plus remaniement. Mais on peut, avec prudence, contraindre des familles, chondrites carbonées, chondrites ordinaires, autres. Ce qui m'a gêné n'était pas la conclusion générale. Ce qui m'a gêné, c'était la stabilité de la conclusion d'un site à l'autre. Sur le papier, si un seul impacteur a produit une retombée globale, on s'attend à une signature extraterrestre relativement cohérente, modulée localement par la dilution et le contexte.
Or, dans les séries que j'ai compilées, on pouvait faire coller les données à plusieurs types d'impacteurs selon les corrections appliquées. Je sais que cela arrive souvent. La géochimie n'est pas un puzzle parfait. Mais il y avait un détail que je n'arrivais pas à rendre banal. Pour obtenir un ajustement satisfaisant dans certains sites, il fallait supposer un impacteur dont la signature semblait mélangée, comme si plusieurs sources extraterrestres contribuaient. La première explication est simple: contamination, diagenèse, erreur analytique, hétérogénéité des dépôts. La seconde est plus structurante: fragmentation. Un corps qui se fragmente avant impact peut répartir différemment ses composants, produire des retombées multiples, créer des pulses dans les dépôts. C'est une idée connue. Elle ne demande rien d'exotique. Je m'y suis accroché parce qu'elle offrait une voie rationnelle. Un impacteur fragmenté pourrait expliquer une séquence en plusieurs phases. Il pourrait expliquer un dépôt fin et régulier si la retombée s'étalait dans le temps. Mais plus je travaillais cette hypothèse, plus elle créait un problème. La fragmentation naturelle d'un gros corps à ces vitesses, à ces distances, n'est pas un phénomène gentiment réglable. Elle dépend des contraintes mécaniques, de la rotation, de la densité, de la structure interne. Et elle produit en général un chaos de fragments, avec des dispersions, des lacunes, des variabilités. Or, je revenais toujours à la même phrase, trop propre. Je me suis donc tourné vers des gens qui parlent cette langue mieux que moi. J'ai contacté un dynamiqueur orbital que j'avais croisé dans un colloque interdisciplinaire, un homme sec, poli, qui avait la mauvaise habitude de poser des questions simples auxquelles on ne sait pas répondre. Je lui ai envoyé un message prudent, sans dramatisation. Je lui ai demandé si l'on suppose un impacteur de ce type avec une vitesse d'entrée donnée, quelles contraintes peut-on avoir sur son origine orbitale? Astéroïde de la ceinture, comète, famille particulière. Et surtout, y a-t-il des caractéristiques d'orbite qui rendent certains angles plus probables que d'autres? Il m'a répondu avec une neutralité froide. Il m'a expliqué que, statistiquement, les impacts sur Terre proviennent de populations différentes, et que certaines distributions d'angles existent, mais qu'on ne reconstruit jamais une trajectoire unique sans données directes. Il a ajouté une phrase qui m'a marqué parce qu'elle était, elle aussi, trop simple. La plupart du temps, on ajuste un modèle au cratère. Le cratère ne vous donnera pas l'orbite. Il vous donnera une plage. Une plage. Je voulais justement savoir si l'on était en train de choisir, à chaque étape, le point de cette plage qui maximise les effets. Je lui ai demandé alors si un impact à Chicxulub dans cette cible sulfateuse avec un angle plutôt incliné était un événement particulièrement rare ou simplement plausible. Il m'a répondu « plausible ». Puis il a ajouté, en marge comme un commentaire personnel, « plausible, mais ce qui est remarquable, c'est surtout la combinaison cible riche en sulfate, impact énergétique au bon endroit et timing avec d'autres stress. Ça fait beaucoup de conditions favorables. Mais la Terre est vieille. Elle a le temps de produire des coïncidences. » C'était la meilleure réponse possible. Elle ramenait tout à la statistique et au temps profond. Et pourtant, au lieu de m'apaiser, elle a déplacé mon malaise, je n'étais plus gêné par un détail. J'étais gêné par une accumulation de conditions favorables qui, prises séparément, sont plausibles, mais qui, ensemble, dessinent une forme. Une forme de plan. Je me suis interdit cette dernière expression. Je l'ai remplacée par convergence. Ce qui m'a fait basculer vers quelque chose de plus concret. Ce n'est pas une courbe, mais une donnée brute. Une série de mesures sur des microsphérules vitrifiées, celles qui retombent après impact, et qui enregistrent dans leur composition non seulement l'objet, mais aussi l'air et les roches traversées. Ces sphérules sont en quelque sorte des gouttes de monde fondues. Elles contiennent des inclusions, des microbules, des gradients de refroidissement. Elles racontent, si on les écoute bien, non pas une cause, mais une chronologie de formation. J'ai eu accès à des images et à des descriptions de sphérules provenant de plusieurs sites. Ce qui m'a frappé, c'est la régularité de certaines distributions granulométriques, des tailles dominantes, des formes très similaires, des textures indiquant des refroidissements comparables, alors même que les sites étaient éloignés.
Encore une fois, on peut expliquer cela par le fait que l'atmosphère sélectionne, les grosses particules retombent vite, les fines voyagent loin. On ne reçoit pas partout le même échantillon. Les sites éloignés reçoivent surtout les mêmes classes de particules, celles qui restent longtemps en suspension. C'est logique. Sauf que cette logique produit, en général, une diversité dans les microstructures, parce que les particules ont des histoires différentes avant de retomber. Elles s'agrègent, se fragmentent, s'hydratent, s'oxydant. Or, dans certains lots, j'avais l'impression inverse. Des particules qui semblaient avoir suivi des trajectoires thermiques étonnamment proches. Je me suis mis à chercher des marqueurs d'altitude de formation, indirects, état d'oxydation, teneur en certains volatiles, signature de refroidissement. Je ne suis pas spécialiste de ces interprétations, mais j'avais une intuition. Si l'injection stratosphérique a été anormalement efficace, elle peut laisser une trace dans la manière dont les particules se sont formées et refroidies. En compilant, j'ai repéré un autre motif discret, une séparation nette entre des particules qui portent une signature de haute température et faible interaction avec l'eau, et d'autres qui montrent des interactions plus humides. Ce n'est pas surprenant dans un impact océanique ou littoral. Le Yucatan était une plateforme, proche de la mer, avec des eaux plus profondes. Mais la séparation elle-même était trop tranchée, comme si les phases de formation étaient distinctes, non pas mélangées. Phase sèche, haute énergie, injection haute. Phase humide, interaction aux roches, dépôt plus lourd. Un impact naturel peut produire des phases, mais il produit aussi du mélange. Et je retrouvais cette même difficulté. Je voyais des frontières nettes là où j'attendais du flou. J'ai alors commis une erreur, une vraie, et je préfère la nommer parce qu'elle a orienté ma suite. J'ai commencé à imaginer l'événement comme une séquence programmée. Pas au sens d'une volonté, au sens d'une mécanique en plusieurs temps, où chaque temps produit un type d'effet, pulvérisation fine, injection haute, acidification, refroidissement, puis stabilisation. Ce n'était pas encore une théorie, c'était un cadre mental. Et un cadre mental est dangereux parce qu'il vous fait voir ce qu'il attend. Pour le combattre, j'ai cherché le contre-exemple, un élément de la piste astronomique qui ramènerait tout à un hasard brutal. Je l'ai trouvé, et paradoxalement, dans l'hypothèse cométaire. Il existe, dans la littérature, des discussions sur l'idée que l'impacteur pourrait ne pas être un astéroïde classique, mais un corps issu d'une population plus lointaine, fragmenté lors d'un passage près d'une planète géante, puis envoyé vers la Terre. Cette hypothèse a des avantages, certaines compositions chondritiques, certaines vitesses, certaines distributions. Elle a aussi un inconvénient majeur, elle introduit une chaîne d'événements peu probables. Mais peu probable n'est pas impossible quand on parle de dizaines de millions d'années. J'ai donc essayé de me satisfaire de cette idée, une trajectoire rare, une fragmentation, une coïncidence de cible, et voilà l'extinction. Je m'en suis presque contenté pendant quelques jours. Puis j'ai buté sur un détail mathématique que le dynamiqueur orbital m'avait glissé dans un échange ultérieur, presque par amusement. Pour obtenir certains angles d'impact reconstruits, il faut que l'objet arrive dans un corridor géométrique précis par rapport à la Terre, ce qui n'est pas choquant, mais ce corridor, combiné à la vitesse, rend certaines origines orbitales plus plausibles que d'autres. Il m'a envoyé un schéma simple, une distribution de directions possibles. Rien de concluant. Mais au milieu, une zone où les solutions se concentraient si l'on imposait, en plus des contraintes sur la taille du cratère et la hauteur du panache. Je me suis surpris à faire ce que je m'interdisais, choisir les contraintes qui maximisent les effets. Et là, j'ai vu l'ombre d'un raisonnement circulaire. On dit, l'impact a eu des effets globaux très forts, donc il a dû injecter beaucoup d'aérosols, donc l'angle devait être dans une plage qui maximise l'injection, donc l'orbite devait être compatible avec cet angle, donc l'origine probable est celle qui rend cet angle plus probable. À chaque étape, on ne ment pas. Mais on resserre la réalité autour d'un scénario efficace. Je me suis rendu compte que toute la communauté, sans le vouloir, pouvait être en train de faire cela, reconstruire, non pas l'événement, mais l'événement optimal, qui explique le mieux les conséquences. C'est une forme subtile de biais. Elle n'invente rien.
Elle privilégie ce qui marche. Je suis resté un soir devant mon tableau avec mes listes, mes courbes, mes notes d'archives, et j'ai compris que la piste astronomique ne me donnerait pas, à ce stade, une preuve d'artificialité ou de naturalité. Elle me donnait autre chose, un constat sur notre manière d'expliquer. Nous avons pris un objet inconnu, et nous l'avons reconstitué comme si la nature avait voulu réussir. Je n'ai pas aimé cette phrase, je l'ai raturée 3 fois. À la place, j'ai écrit une formulation plus sobre. Nos reconstructions favorisent implicitement un impacteur et une géométrie maximisant les effets globaux. Vérifiez si des contraintes indépendantes existent. Des contraintes indépendantes. C'était la clé. Tant que je restais dans les modèles ajustés aux conséquences, je tournais en boucle. Il me fallait une donnée qui ne dépend pas de l'interprétation du cratère ou de la couche, une donnée qui pointe directement vers la nature de l'objet et de son arrivée. Et ce type de données, je le savais, n'existe presque jamais, sauf si l'objet a laissé quelque chose de plus qu'une poussière. Je n'ai pas encore écrit ce que j'ai découvert ensuite, parce que, à ce moment-là, je n'avais pas découvert. J'avais seulement compris que je devais cesser d'ajuster et commencer à chercher une signature qui résiste au récit. C'est à partir de là que, malgré moi, je me suis rapproché du seul domaine où l'on peut parfois voir l'objet autrement que par ses conséquences, les signaux fossiles, les anomalies physiques et les traces enfouies qui ne se laissent pas interpréter avec élégance. La première fois que j'ai pensé au mot habitable, je n'étais pas en train de regarder un fossile, ni un spectre isotopique. J'étais assis devant une carte de paléogéographie. Une de ces cartes qui reconstituent les continents comme des pièces de puzzle mal recollées. Et je suivais du doigt, presque machinalement, les zones de dépôt où la reprise biologique paraît la plus rapide. Je n'avais aucune raison d'utiliser ce mot. Dans mon travail habituel, on parle de niche, de productivité, de stress, de résilience. Habitable est un terme de climatologue planétaire, d'astronome, d'exobiologiste. Un terme qui suppose un seuil, une condition minimale, température, eau liquide, atmosphère respirable, stabilité. Je l'ai noté puis je l'ai barré. Je l'ai remplacé par viable. Viable est moins chargé. Viable peut s'appliquer à un écosystème sans évoquer des intentions. Mais malgré les mots, la pensée restait la même. Certaines signatures post-crise ne ressemblaient pas seulement à une survie. Elles ressemblaient à une mise en condition. J'ai essayé d'être méthodique. Si je voulais comprendre ce qui m'attirait vers cette idée, il fallait quitter les impressions et quantifier. J'ai pris 3 axes qui, ensemble, décrivent ce que j'appellerais un environnement stabilisé. Le climat, la chimie de surface et l'architecture écologique. Climat, d'abord. Les reconstructions post-impact sont complexes parce qu'elles mélangent des proxys différents, isotopes de l'oxygène dans les carbonates, distribution des assemblages planctoniques, indices de température des sols, marqueurs organiques, parfois même des modèles atmosphériques contraints par des données de dépôt. On peut faire dire beaucoup de choses à ces jeux de données. Ce que j'ai fait, de manière volontairement simple, c'est de chercher non pas la valeur exacte des températures, mais la dynamique. Combien de temps le système met-il à cesser d'osciller? Les grandes crises climatiques laissent souvent des traînes longues. Une atmosphère perturbée, des océans déséquilibrés, et on observe un retour lent vers un nouvel équilibre, avec des instabilités, des retours de stress, des épisodes anoxies. Or, au Crétacé paléogène, on trouve certes des oscillations, mais on trouve aussi, assez tôt, des signatures qui suggèrent un retour à des gradients stables, une remise en marche régulière des cycles saisonniers dans certains bassins, et surtout une absence relative de dérives catastrophiques prolongées. Je ne suis pas en train de dire que tout allait bien. Je dis que, pour un événement présenté comme un hiver global, il existe un nombre surprenant d'indices de normalisation rapide dans certaines zones. Ensuite, la chimie de surface. C'est là que je suis à l'aise. La chimie ne raconte pas d'histoire. Elle enregistre des bilans. Après une catastrophe, on s'attend à des signatures de lessivage massif, d'érosion, de perturbation des cycles du carbone et du soufre, d'acidification des océans, de pics de métaux libérés par la destruction des sols et des roches.
Certains de ces pics existent bien sûr. Ce qui m'a retenu, c'est la manière dont certains cycles se recalent. Le soufre, par exemple, si l'impact a injecté une masse énorme d'aérosols sulfatés, devrait laisser, au-delà de l'effet climatique, des signatures dans la chimie marine, dépôts, variations d'isotopes, modification de la disponibilité des nutriments par acidification. On en voit, mais dans plusieurs séries, la perturbation a une forme qui revient, comme l'osmium, à une géométrie étonnamment régulière, un pic, puis une décroissance propre, sans irrégularité majeure, comme si la perturbation avait été intense mais courte, puis évacuée efficacement. Je me suis intéressé alors à l'azote et au phosphore, les moteurs de la productivité. Dans un monde où la photosynthèse s'effondre, où les chaînes alimentaires s'effondrent, on devrait voir des signatures de famine prolongée. Pourtant, dès les premières fenêtres post-crise, certains indicateurs suggèrent la reconstitution de flux nutritifs relativement cohérents. Des algues opportunistes, oui. Des blooms instables, oui. Mais aussi des systèmes qui, assez vite, retrouvent un régime de production soutenable. Ce que cela implique, c'est l'existence de réservoirs et de vecteurs qui permettent de redémarrer, sols capables de relarguer des nutriments, rivières qui les transportent, océans qui les redistribuent, atmosphère qui ne reste pas durablement toxique à l'échelle globale. Cela, encore une fois, peut être naturel, mais cela ressemble moins à une convalescence qu'à une remise en fonctionnement. Enfin, l'architecture écologique. C'est le domaine le plus incertain parce qu'il dépend des fossiles, et les fossiles ne sont jamais un échantillon honnête. Je me suis donc concentré sur ce qu'on peut comparer à travers des biais, la structure des assemblages, pas leurs détails. Qui domine, qui occupe les niches clés, comment se rétablit la complexité trophique. L'image classique de la reprise est celle d'un monde dominé par des opportunistes, fougères, champignons, petits organismes, puis retour progressif d'écosystèmes complexes. C'est vrai. Mais quand on zoome, on voit quelque chose de plus dérangeant. La complexité ne revient pas de manière uniformément chaotique. Elle revient selon des trajectoires qui se répètent, comme si les systèmes, partout, empruntaient les mêmes couloirs. Je ne parle pas d'espèces identiques, je parle de fonctions, détritivores, omnivores, espèces à reproduction rapide, formes capables d'exploiter des ressources variées. Comme si, une fois les dominants éliminés, le monde favorisait très vite, presque systématiquement, les mêmes profils adaptatifs. J'ai tenté de quantifier cela en utilisant des métriques simples, diversité fonctionnelle, distribution de taille, indice de spécialisation. Les chiffres sont grossiers, dépendant des données disponibles. Mais la pression restait. Le nouvel équilibre post-crise n'était pas un équilibre fragile. C'était un équilibre exploitable. C'est là, précisément là, que le lien avec l'humanité s'est imposé. Pas comme une cause, comme une analogie. Je me suis surpris à comparer la limite crétacé-paléogène à des événements beaucoup plus récents, que je connais en tant que citoyen plutôt qu'en tant que scientifique, les extinctions insulaires, l'effondrement de certaines mégafaunes après l'arrivée d'Homo sapiens dans de nouveaux territoires, la simplification des écosystèmes par fragmentation des habitats, l'introduction d'espèces invasives, les extinctions incalisées. Là encore, je n'avais aucune raison académique de faire ce parallèle, et pourtant, il me sautait au visage. Dans les archives biologiques récentes, lorsqu'un groupe envahit un territoire et modifie massivement l'environnement, on observe souvent le même schéma. Disparition rapide des dominants ou des spécialistes, survie des opportunistes, puis installation d'un nouveau régime stable, non pas riche, mais fonctionnel. Ce nouveau régime n'est pas sain au sens romantique. Il est viable pour l'envahisseur. Je n'ai pas écrit envahisseur. J'ai écrit agent. J'ai relu ce mot. Il était encore pire parce qu'un agent applique une action. Je l'ai remplacé par perturbateur majeur. Majeur. Cela ne changeait rien au malaise. Les mots n'éteignent pas une forme. Pendant plusieurs semaines, je n'ai parlé à personne de ce rapprochement. Pas parce qu'il était interdit, mais parce qu'il était ridicule dans un séminaire. Les collègues auraient souri, ou pire, auraient pris cela au sérieux de la mauvaise manière. Je voulais garder ma crédibilité.
je voulais rester dans le mesurable. Alors je cherchais non pas une preuve, mais un motif statistique qui relierait la viabilisation post-crise à des paramètres objectifs. J'ai commencé par la géographie. Si l'extinction était un simple choc global, la reprise devrait dépendre surtout des conditions locales, latitude, proximité des refuges, type de sol, hydrologie, saisonnalité. Or, dans la cartographie grossière que j'ai assemblée, les zones où la reprise fonctionnelle est la plus rapide coïncident étonnamment souvent avec des régions qui, selon les reconstructions, présentent des conditions climatiques modérées et une disponibilité d'eau stable après l'événement. Je sais que cela peut sembler trivial, la vie revient là où c'est plus facile. Mais cette banalité devient inquiétante quand on se rappelle que l'événement est censé avoir bouleversé le climat globalement. Pourquoi trouve-t-on, si tôt, autant de zones faciles? Ensuite, j'ai regardé un paramètre que l'on oublie souvent dans ces récits, l'oxygène. L'atmosphère du Crétacé tardif n'est pas identique à celle d'aujourd'hui. Les niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone varient à travers les temps géologiques. Après une crise, on pourrait s'attendre à des perturbations durables du cycle de l'oxygène via la productivité océanique et terrestre. Or, les reconstructions suggèrent un maintien de conditions atmosphériques compatibles avec une vie terrestre active, sans effondrement prolongé vers des états hostiles. Là encore, cela peut être naturel. Mais cela signifie que le choc, aussi violent soit-il, n'a pas poussé la Terre hors de sa zone de viabilité. Je sais ce que cela implique en termes de probabilité, un impact suffisamment violent pour restructurer le vivant, mais pas suffisamment violent pour rendre la planète durablement inhospitalière. Ce point est souvent présenté comme une chance. La vie a souffert, mais elle a continué. Moi, je voyais autre chose, une fenêtre extrêmement particulière. Un événement capable d'éliminer des dominants, de simplifier les systèmes et de laisser, relativement vite, un monde stable. J'ai essayé de me convaincre que cette fenêtre n'est pas si particulière. Sur des milliards d'années, la Terre peut produire des événements qui tombent dans ses couloirs. C'est ce que je me répétais comme un mantra. Mais plus je travaillais, plus je notais des indices de préparation, au sens le plus neutre possible, des conditions post-crise qui ressemblent à ce qu'un écologue appellerait un terrain ouvert. Terrain ouvert, niche vide, compétition réduite, ressources accessibles, perturbations qui favorisent les généralistes. C'est exactement ce que l'on observe, à une échelle incomparablement plus petite, après des incendies contrôlés, après des coupes rases, après des événements où un paysage est rendu simple. Le mot contrôlé est revenu me hanter. Je l'ai chassé sans succès. Ce qui m'a fait franchir une étape supplémentaire, ce n'est pas une nouvelle donnée. C'est une lecture hors de mon champ. Un article d'écologie historique que j'ai trouvé par hasard en cherchant autre chose. L'auteur y décrivait comment, dans les colonisations humaines, les extinctions locales et les réorganisations écologiques ne sont pas seulement des conséquences, elles deviennent des conditions. On détruit un régime pour en installer un autre. On appelle cela développement, agriculture, infrastructure. Je n'ai pas besoin d'adhérer à une vision morale pour reconnaître une structure. J'ai alors fait une chose que je n'avais jamais faite, j'ai écrit, sur une page séparée, une comparaison purement formelle entre deux types d'événements. Événement A, une perturbation majeure naturelle, volcanisme, changement climatique. Anoxie produit une crise longue, diffuse, avec des bords flous, et une reprise lente. Événement B, une perturbation majeure ponctuelle produit une coupure nette, une simplification rapide et une stabilisation fonctionnelle. Dans l'histoire de la Terre, B est rare, mais il existe. Dans l'histoire humaine, B est fréquent, à une autre échelle. J'ai relu cela. J'ai senti immédiatement le danger. J'étais en train d'importer dans la paléontologie un schéma d'intention humaine et de le projeter sur des données géologiques. Je me suis juré d'arrêter là. Je me suis juré d'arrêter là. Je n'ai pas arrêté.
Parce que, quelques jours plus tard, en revenant sur mes données de sols fossiles et de dépôts continentaux, je suis tombé sur une autre régularité. Plus tangible que mes analogies. Dans plusieurs sections continentales, la phase post-crise montre des indices d'une formation rapide de sol, avec des profils qui suggèrent une végétation capable de stabiliser le paysage assez tôt. Pas une forêt mature, évidemment, mais suffisamment de couverture végétale pour réduire l'érosion, pour fixer des nutriments, pour créer des milieux relativement stables. Cela m'a frappé parce que, après une destruction massive de végétation, on s'attend à un monde qui saigne ses sols, qui perd ses nutriments dans les rivières, puis reste longtemps instable. Or, il y avait au contraire une tendance à la stabilisation. Quand j'ai mis cela en regard des pics de fougères, des indices de reprise opportunistes et des flux nutritifs, j'ai vu se dessiner un tableau que je n'osais pas nommer. Un monde remis à un état pionnier, puis rapidement consolidé. À force de tourner autour, je n'ai pas pu éviter une question que je me suis posée à moi-même, en termes aussi froids que possible. Si un processus devait préparer une planète à l'installation durable d'un groupe opportuniste capable d'exploiter des niches vides, quels seraient ses objectifs minimaux? Je n'ai pas écrit objectif, j'ai écrit résultats. Les résultats minimaux seraient supprimer les dominants, réduire la compétition, maintenir l'atmosphère respirable, maintenir l'eau accessible, stabiliser le climat dans une plage modérée, conserver des réservoirs de nutriments, et laisser un monde assez simple pour être rapidement colonisé par des généralistes. Je me suis rendu compte que, sans l'avoir voulu, je venais de décrire, à l'échelle du temps profond, les conditions qui ont rendu possible, bien plus tard, l'expansion d'un certain type d'animal, un mammifère social, omnivore, adaptable, capable de modifier son environnement. Je n'ai pas écrit humain. Je ne pouvais pas. Cela n'avait aucun sens dans une chronologie. Et pourtant, le mot s'imposait comme un bruit de fond. Le malaise venait de là, je voyais, dans la mécanique post-extinction, un paysage qui ressemblait à un prérequis. Je ne pouvais pas prouver que ce prérequis était pour quelque chose. Je pouvais seulement constater qu'il existe. Ce constat, si je l'avais livré en colloque, aurait été traité comme une dérive philosophique. Peut-être aurait-on eu raison. Alors je suis revenu à ce que je m'étais promis, chercher une contrainte indépendante, une donnée qui ne dépend pas de mon interprétation. Si ce que j'observais était réel, si la Terre avait connu, à ce moment-là, non seulement une destruction, mais une mise en condition. Alors il devait exister une trace plus directe, une signature qui ne se contente pas de suggérer une efficacité, mais qui indique une intervention d'un type particulier. Quelque chose de matériel, d'enfoui, de mesurable, qui ne se laisse pas réduire à une métaphore. Je ne savais pas encore où chercher. J'avais seulement compris que la piste n'était plus uniquement dans les isotopes et les courbes. Elle était aussi dans les objets. Et les objets, quand ils existent, finissent toujours par apparaître dans les marges d'un rapport, dans la mention d'une anomalie géophysique, dans un log de forage, dans un artefact au sens le plus banal, quelque chose qui ne devrait pas être là. C'est à ce moment-là que j'ai pris contact, presque malgré moi, avec une équipe qui travaillait sur des anomalies gravimétriques autour de la structure de Chicxulub et de ses zones périphériques. J'ai formulé ma demande comme une curiosité technique. Rien de plus. Je voulais voir s'il existait, dans leur modèle, des résidus inexpliqués, des masses, des géométries, des signatures qui ne rentrent pas. Le premier message que j'ai reçu en retour était bref. Il ne contenait aucune révélation. Il contenait seulement une invitation à venir discuter d'un point étrange mais probablement trivial. C'est souvent ainsi que les choses commencent. Je suis allé les voir un matin de pluie, dans un bâtiment trop propre pour abriter des idées dangereuses. Le laboratoire de géophysique était à l'autre bout du campus, dans une aile où l'on n'entend plus le bourdonnement des spectromètres, mais celui des serveurs et des ventilations. Là, le monde ne se dissout pas dans l'acide. Il se reconstruit à partir d'ondes, de champs, de résidus. On n'y manipule pas des milligrammes, mais des inversions. On m'a accueilli avec cette politesse particulière des disciplines qui se croisent rarement, cordiales, prudentes, presque amusées.
J'étais le géochimiste qui s'intéressait à une anomalie gravimétrique, et je sentais, derrière les sourires, une question implicite. Qu'est-ce qui vient chercher ici? Ils m'ont fait entrer dans une salle de réunion où un écran occupait un mur entier. Il y avait des cartes en faux relief, des coupes verticales, des volumes translucides colorés selon la densité. Chicxulub n'était plus un cratère. C'était un problème numérique. Le responsable de l'équipe, un homme à lunettes fines, m'a résumé leur travail en phrases simples. Mesurer des variations minuscules du champ de gravité, corriger les effets de la croûte, modéliser la structure profonde, comparer aux données sismiques. Les mots restaient accessibles, mais je sentais la complexité derrière. Je n'ai pas fait semblant de comprendre tout. Je me suis accroché à ce que je cherchais, un résidu. Il m'a montré d'abord ce que tout le monde connaît, l'architecture générale. Une grande structure d'impact, des unités de brèche, une zone de roche fondue, une géométrie en anneaux. Les cartes affichaient des contrastes de densité qui, pour eux, avaient presque une évidence. Pour moi, ce n'était qu'une traduction. La densité comme une autre forme de sédiment. Puis il a cliqué, et l'image a changé. Voilà le point étrange, est-il dit, sans dramatiser. Sur une coupe à une profondeur intermédiaire apparaissait une zone de densité anormalement élevée, pas énorme, pas un bloc massif qui crie. Une forme, il ne l'a pas appelée ainsi. Il a parlé d'artefacts possibles de l'inversion, de sensibilité aux contraintes, de corrélation avec des paramètres. Il a dit probablement trivial. Il a dit on ne veut pas surinterpréter. La forme pourtant avait quelque chose de difficile à ignorer. Elle n'était pas floue. Elle avait des bords relativement nets, comme si la transition de densité se faisait sur une distance courte. Elle n'était pas non plus diffuse comme une lentille de melt qu'on attendrait d'une fusion chaotique. Elle semblait, au contraire, se tenir. J'ai demandé si ce résidu persistait quand on changeait de modèle, de conditions, de régularisation. Il m'a montré plusieurs inversions. La forme bougeait un peu, se tordait, mais elle revenait. Un peu comme une silhouette que l'on retrouve dans différents reflets. Je n'ai rien dit pendant quelques minutes. Je regardais comme je regarde une couche sédimentaire quand je ne veux pas encore lui donner un nom. Vous avez une hypothèse? Ai-je demandé. Ils en avaient plusieurs, toutes raisonnables, toutes prudentes, hétérogénéité du socle, intrusion magmatique plus tardive, variation de porosité, limite de résolution des données. L'une d'elles, la plus évidente, était aussi la plus rassurante. Un reste de matériaux d'impact, enrichi en métaux, densité plus élevée, concentré par la dynamique de l'événement. Un fragment du corps, ai-je demandé. Le responsable a haussé les épaules, pas par mépris, mais par méthode. À ces énergies, on s'attend à une vaporisation et à un mélange important. Un fragment cohérent, c'est compliqué. Mais un enrichissement local en matériaux plus denses, oui, c'est possible. Il a ajouté une phrase que j'ai notée mentalement parce qu'elle ressemblait à celle de mes archives. Possible, mais ça demanderait des conditions particulières. Les conditions particulières. Encore. Je n'ai pas prononcé le mot qui me brûlait la gorge, contrôlé. Je l'ai remplacé par une question technique. Kien, la netteté des bords, vous l'expliquez comment? Il a souri, un sourire fatigué. On ne l'explique pas, on la discute. Et on attend d'autres données. C'était une réponse parfaite. La réunion s'est terminée sans révélation. Ils m'ont proposé d'accéder à une partie de leurs résultats, pas aux données brutes complètes, mais à des volumes suffisamment détaillés pour travailler. Je suis reparti avec une clé chiffrée, un accord de confidentialité standard, et une sensation étrange. Non pas d'avoir trouvé une preuve, mais d'avoir trouvé une forme qui refuse de se dissoudre dans le hasard. Les jours suivants, j'ai travaillé seul tard à faire ce que je sais faire, croiser. J'ai cherché si la zone de densité élevée pouvait correspondre à un enrichissement géochimique connu. Certains éléments comme l'iridium ou l'osmium ne se cartographiant pas ainsi. Mais on peut inférer des corrélations. Là où la densité suggère des matériaux plus métalliques,
on pourrait attendre des signatures isotopiques particulières ou des anomalies en éléments sidérophiles. Je n'ai pas trouvé de corrélation directe parce que les résolutions ne jouent pas dans la même cour. Mais j'ai trouvé autre chose, plus subtile. Les études anciennes mentionnaient, dans certaines carottes profondes, des fragments anormalement riches en certains métaux, décrits comme des inclusions difficiles à classifier. Rien de spectaculaire. Juste assez pour faire écho. À ce stade, j'aurais dû être satisfait. La géophysique me donnait une explication plausible, l'événement a laissé une hétérogénéité dense. La géochimie acceptait l'idée d'inclusion. Tout cela rentrait dans un scénario naturel. Et pourtant, je n'arrivais pas à m'arrêter. Parce que le problème n'était pas l'existence d'un résidu dense. Le problème était la cohérence de l'ensemble, la forme, la netteté, la séquence en phase que j'avais inférée des sphérules, la géométrie trop propre de certains signaux isotopiques et la stabilisation fonctionnelle post-crise. Pris séparément, chaque élément a une explication naturelle. Pris ensemble, ils dessinent un comportement. Je ne savais pas comment nommer ce comportement sans trahir la méthode. Alors j'ai décidé de le traiter comme un exercice de modélisation, pas comme une histoire. J'ai ouvert un carnet neuf et j'ai écrit en haut de la page une phrase volontairement sèche. Si l'on suppose un mécanisme qui vise une transition écologique nette sans rendre la planète durablement inhospitalière, quelles contraintes physiques minimales doit-il respecter? Je me suis arrêté sur vise, j'ai remplacé par produit. Je n'avais pas le droit de mettre une intention. J'avais le droit de décrire une optimisation comme un résultat. J'ai donc reformulé quels mécanismes naturels peuvent produire une transition nette, globale et suivie d'une stabilisation fonctionnelle dans une fenêtre de viabilité atmosphérique et hydrologique. À partir de là, j'ai fait ce que font tous les scientifiques quand ils n'ont pas de preuves. J'ai construit des scénarios concurrents et j'ai cherché lequel exige le moins de réglage. Scénario 1, impact seul avec cible sulfateuse, angle favorable et rétroaction climatique rapide. Cela fonctionne, mais demande une conjonction de paramètres qui, sans être impossible, devient lourde. Scénario 2, impact plus volcanisme, où le volcanisme prépare le système et l'impact déclenche. Cela explique certains stress préalables, mais ne rend pas compte facilement de la netteté de certains dépôts et de la propreté de certaines signatures. Scénario 3, impact fragmenté en plusieurs pulses. Cela donne une séquence, mais produit normalement plus de variabilité et moins de frontières nettes. Scénario 4, mécanisme composite en phase distincte dont l'impact n'est que la première. Ce scénario est le plus flexible, donc le plus dangereux, on peut y faire entrer tout ce qu'on veut. Je me suis interdit de choisir trop vite, mais je me suis rendu compte que, depuis le début, je cherchais la même chose. Une séquence. Un choc, oui. Puis une injection fine et haute. Puis une perturbation chimique courte mais intense. Puis une évacuation efficace de la perturbation. Puis une consolidation des cycles de surface. Puis une reconstruction fonctionnelle favorisant des généralistes. Cette séquence ressemble à ce que l'on observe, à d'autres échelles, dans les perturbations que nous produisons sur les milieux, feu, puis fumée, puis lessivage, puis stabilisation par espèce pionnière, puis colonisation et consolidation. Je sais que cette analogie est glissante, je l'ai traitée comme telle, je l'ai notée, puis encadrée d'un avertissement, analogie anthropique, à manier avec prudence. C'est là, précisément là, que quelque chose s'est fracturé en moi, sans éclat. J'ai compris que mon malaise ne venait pas de l'idée d'un choc cosmique, il venait de la ressemblance entre la logique de la crise et la logique des expansions. Je ne parle pas d'expansion militaire, ni de morale. Je parle d'un schéma énergétique. Quand un système vivant s'étend, il simplifie ce qu'il rencontre. Il convertit. Il remplace des dominants par des régimes plus exploitables. Il stabilise à sa manière. Je me suis surpris à pousser ce schéma hors de l'histoire humaine comme un exercice de pensée
et à le projeter sur le cosmos, non pas parce que je croyais à des visiteurs, mais parce que c'était le seul endroit où la logique restait cohérente sans s'effondrer dans le hasard. J'ai écrit 4 mots en colonne, sans les commenter. Dissémination, répétition, adaptation, élimination. Je n'ai pas écrit colonisation. Je n'ai pas écrit invasion. J'ai choisi des termes de biologie presque. Puis j'ai ajouté, en dessous, comme une note de prudence. Ce n'est qu'un modèle formel, un motif, pas une preuve. Je savais que je franchissais une frontière, pas vers le fantastique. Vers une hypothèse structurante qui, même si elle était fausse, allait colorer tout ce que je verrais ensuite. Je me suis donc imposé une règle, la seule qui me restait pour ne pas devenir mon propre piège. Chercher un document décisif, une donnée irréfutable, qui contraigne l'interprétation indépendamment de mon modèle. Pas une courbe qui ressemble, pas une séquence qui semble. Quelque chose qui, même présenté à un sceptique hostile, l'oblige à admettre qu'il existe un élément non expliqué. La forme dense ou Chicxulub n'était pas suffisante. Elle restait interprétable. Elle restait probablement triviale. Il me fallait autre chose. Il me fallait autre chose. Et c'est là que j'ai commis l'acte le plus simple et le plus irréversible de toute cette histoire. J'ai demandé l'accès à un jeu de données que je n'avais aucune raison professionnelle légitime de consulter. Les enregistrements d'une campagne d'imagerie profonde, réalisés pour des raisons techniques puis archivés, et dont les résultats complets n'avaient jamais été diffusés au-delà d'un cercle restreint de chercheurs. Je n'ai pas menti dans ma demande. Je l'ai formulée comme une curiosité scientifique sur la corrélation entre anomalies de densité et signatures géochimiques. On m'a répondu, après plusieurs jours, par un message court. D'accord, mais certaines sections sont sensibles. Vous comprendrez en les voyant. Cette phrase, dans un contexte scientifique, n'aurait pas dû me faire frissonner. Elle l'a fait. Le message est arrivé un mardi à une heure où les couloirs sont encore pleins, et il avait le ton administratif des choses qui ne devraient pas exister, une confirmation d'accès, un identifiant temporaire, un protocole de téléchargement et une liste de conditions qui, prises une à une, n'avaient rien d'extraordinaire, mais dont l'ensemble dessinait une frontière. Mais je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai relu plusieurs fois, non pour en comprendre le contenu, mais pour en mesurer l'intention. On ne met pas ce type de garde-fou pour protéger une simple curiosité académique. Ou plutôt, on ne le fait que dans 2 cas, quand il y a un enjeu financier ou quand il y a un enjeu de réputation. Je me suis accroché à la première option. C'était plus simple. Chicxulub mobilise des budgets, des consortiums, des partenariats. Les données profondes coûtent cher. On contrôle leur diffusion. J'ai signé, j'ai chiffré, j'ai téléchargé. Le jeu de données était volumineux, hétérogène. Il ne s'agissait pas d'un seul scan, mais d'un assemblage profil sismique en réflexion et en réfraction, modèle d'inversion gravimétrique raffiné, contrainte de vitesse sismique et, surtout, une série de sections que je n'avais jamais vues dans les publications grand public parce qu'elles étaient trop brutes, trop difficiles à résumer dans une figure. Dans mon métier, une couche est une ligne. Dans le leur, une structure est un volume. Je savais que je risquais de projeter mon obsession de netteté sur des images où la netteté peut être un artefact. Alors j'ai commencé par le geste le plus humble, regarder sans interpréter. Les premières heures n'ont rien donné. J'ai vu ce que je m'attendais à voir, des contrastes, des interfaces, des zones chaotiques de brèches, des signatures de fusion. J'ai reconnu la logique d'un impact, même sans en maîtriser la langue. Il y avait de la violence dans ces volumes, mais une violence géologique, familière, celle qui casse, mélange, recristallise. Puis je suis arrivé aux sections marquées, sensibles. Elles n'étaient pas censurées, elles étaient simplement accompagnées d'une note, interprétation non stabilisée, ne pas diffuser. La première section sensible était une coupe profonde, traversant la zone où l'équipe avait déjà repéré le résidu dense. Sur l'écran, l'anomalie apparaissait différemment selon les filtres, tantôt comme une lentille,
tantôt comme une masse plus compacte, tantôt comme une zone de vitesse anormale. Ce n'était pas cela, pourtant, qui m'a arrêté. Ce qui m'a arrêté, c'est la présence d'une interface interne, un plan. Un plan n'est pas un objet que l'on aime voir dans une structure d'impact. Pas un plan continu, pas un plan qui conserve une cohérence géométrique malgré les inversions. Le plan, ici, se manifestait comme une discontinuité nette dans les propriétés. Une frontière sur laquelle plusieurs paramètres changeaient en même temps. J'ai pensé immédiatement artefact de traitement, puis j'ai basculé sur une autre section issue d'un autre traitement. Le plan était encore là, pas au même endroit exact, mais avec la même orientation générale. J'ai changé d'échelle. Il persistait. Je ne veux pas exagérer ce que j'ai vu. Ce n'était pas une plaque brillante au milieu du cratère. C'était une cohérence improbable dans un monde de chaos. J'ai fait ce que je fais toujours quand une cohérence apparaît. J'ai cherché si elle était isolée. Les sections suivantes montraient en périphérie d'autres discontinuités plus faibles, mais orientées de manière similaire. Comme si quelque chose dans la structure avait une anisotropie, un sens privilégié, là où l'on attend une symétrie radiale perturbée par l'angle d'impact, oui, mais pas une organisation interne persistante. Je me suis entendu respirer dans la salle. J'étais seul, et j'avais cette sensation absurde qu'un volume de données pouvait me regarder en retour. Je me suis forcé à revenir au vocabulaire neutre. Discontinuité persistante, anisotropie interne, corrélation multiparamètres. Rien là-dedans ne dit artificiel. Ce sont des mots qui disent seulement « ceci n'est pas facile à expliquer avec un modèle simple ». J'ai appelé le responsable de l'équipe, celui que j'avais rencontré. Je lui ai décrit ce que je voyais, en choisissant mes mots comme on choisit un instrument de précision. Je ne voulais pas qu'il entende dans ma voix une histoire. Je voulais qu'il entende un problème technique. Il m'a laissé parler, puis il a dit, très calmement, « Oui, c'est exactement ce point-là. Et c'est pour ça qu'on ne diffuse pas. Parce que tout le monde a une explication préférée, et qu'aucune ne tient très bien. » Je lui ai demandé quelles étaient les explications. Il les a énumérées sans conviction excessive. Un plan de faille préexistant réactivé par l'impact, une interface lithologique particulière du socle, une intrusion plus tardive, un effet de résolution qui aligne des gradients. Puis il a ajouté « Le problème, ce n'est pas qu'on ne peut pas expliquer, c'est qu'on doit expliquer plusieurs choses à la fois, la densité, la vitesse, l'atténuation et cette cohérence d'orientation. » Ça commence à faire beaucoup de contraintes. Je lui ai demandé s'ils avaient cherché des analogues dans d'autres structures d'impact. Il a hésité, puis il a répondu « On a regardé. Ce n'est pas propre à Chicxulub, mais ici c'est plus net et plus important. » Le mot « net » est sorti de sa bouche comme un aveu involontaire. J'ai raccroché et je suis resté avec la pire des situations, une anomalie qui n'est pas une preuve, mais qui refuse de disparaître. C'est à partir de ce moment-là que ma pensée a commencé à se fracturer. Non pas vers une conclusion, mais vers un modèle. Je me suis rappelé mes propres mots, écrits avant même ces données, la séquence. Le choc, puis l'injection, puis la perturbation courte, puis la stabilisation, puis la reconstruction fonctionnelle. La géophysique ajoutait maintenant autre chose, une cohérence interne, un sens. Un sens ne veut pas dire une intention. Un sens peut exister dans la nature. Mais il impose une contrainte, un mécanisme qui n'est pas entièrement aléatoire. Je me suis surpris à faire un parallèle immédiat avec mon biais circulaire sur la piste astronomique. Nous reconstruisons l'impacteur optimal pour expliquer les effets. Et si, au lieu de reconstruire l'optimal, nous étions en train d'observer quelque chose qui, par sa structure même, impose un comportement optimal. Cette phrase m'a fait peur parce qu'elle me donnait une cohérence globale. Et quand une cohérence globale arrive trop tôt, elle est souvent un piège. Alors j'ai cassé mon propre élan. Je me suis imposé une contrainte supplémentaire, chercher des explications naturalistes qui produisent à la fois une discontinuité plane,
une anisotropie et une masse dense persistante dans une zone d'impact. Je me suis plongé dans la littérature sur les centrales uplift, sur les anneaux de pic, sur la façon dont les roches se comportent sous choc, sur les structures de cisaillement, sur les zones de fusion et de mélange. J'ai cherché des cas où des plans cohérents surgivent à un événement chaotique. Il y en a. Rarement, mais il y en a. Des failles réactivées, des interfaces lithologiques fortes, des contrastes de rhéologie. La nature peut conserver des plans, mais dans les cas comparables, ces plans ne se corrèlent pas aussi bien avec des anomalies multiparamètres. Ils ne portent pas, en même temps, une signature de densité et une signature de vitesse si cohérentes. Je me retrouvais avec une explication possible qui, pour fonctionner, devait être réglée, il fallait une faille au bon endroit, avec la bonne orientation, la bonne composition, et un impact qui la révèle sans la détruire. Encore une convergence. Je me suis alors déplacé, presque malgré moi, vers l'endroit où l'esprit cherche toujours refuge, quand il veut rester rationnel, la probabilité. Une convergence, sur des dizaines de millions d'années, n'est pas impossible. Mais la répétition de convergence, dans un même événement, commence à ressembler à une signature de système. C'est là que mon modèle formel, celui que j'avais griffonné sans y croire, a cessé d'être une simple métaphore. Dissémination, répétition, adaptation, élimination. Je ne pouvais pas le démontrer. Mais je pouvais le tester comme on teste une hypothèse, en cherchant si le motif se retrouve ailleurs. Je n'ai pas cherché ailleurs, dans les extinctions de masse, parce que je n'avais pas accès à des structures comparables. J'ai cherché ailleurs dans les impacts. Il existe sur Terre des dizaines de cratères connus, et pour certains des jeux de données géophysiques existent. Ils ne sont pas tous comparables. Beaucoup sont érodés, enterrés, déformés. J'ai choisi les mieux étudiés, ceux qui ont des inversions gravimétriques et des profils sismiques de grandes structures anciennes et fluorescentes. J'ai cherché non pas une masse dense, mais une cohérence interne orientée. J'ai trouvé, dans 2 cas, des mentions de résidus difficiles à expliquer, des anomalies de densité plus régulières que prévu, des interfaces internes interprétées comme des hétérogénéités du socle. Rien qui crie. Mais suffisamment pour faire naître une pensée extrêmement dangereuse, et c'est ce que nous appelons signature résiduelle, était parfois l'empreinte d'un même type de phénomène, modulé par les conditions locales. Je n'ai pas laissé cette pensée grandir. Je l'ai immédiatement encadrée de scepticisme, biais de sélection, données hétérogènes, interprétation variable. Pourtant, la fracture était là. Parce que, pendant que je compilais, je réalisais une autre chose: si un mécanisme existe, s'il produit une séquence, alors il doit être conçu, au sens le plus froid du terme, pour ne pas rendre la planète durablement inhospitalière. La Terre, après la limite, reste dans sa zone de viabilité. Atmosphère, eau, température, perturbée, mais pas brisée. C'est exactement ce que j'aurais voulu si je cherchais une transition de régime, pas une stérilisation. Je n'ai pas écrit « j'aurais voulu ». J'ai écrit « un mécanisme visant une transition de régime préserverait la viabilité ». J'ai relu la phrase. Le mot visant était revenu, je l'ai gardé, parce qu'à force de le bannir, je l'utilisais sans cesse sous d'autres formes. À ce stade, l'honnêteté exigeait de reconnaître que mon esprit travaillait avec l'idée d'une finalité, même si je refusais de la nommer comme telle. C'est cela, la révélation fracturée, pas une certitude, mais l'apparition d'une forme de finalité dans des données qui, jusqu'ici, ne parlaient que de causalité. Je n'ai pas dormi les nuits suivantes, non par peur, mais par excès de cohérence. Une cohérence peut intoxiquer un cerveau plus sûrement que l'angoisse. Alors, pour me sauver, j'ai cherché le seul antidote: une preuve matérielle ou l'échec. Si la discontinuité et la masse dense correspondent à quelque chose de réel, alors il doit exister, quelque part, un échantillon. Pas une inversion, pas un modèle, un morceau. Je savais que des forages avaient été réalisés à Chicxulub à différentes époques, et qu'un programme international récent avait récupéré des carottes profondes
notamment dans la zone d'anneau de Pix. Je savais aussi que ces carottes étaient, pour beaucoup, soigneusement cataloguées, stockées, et que leur accès était contrôlé. Je n'avais aucune raison officielle d'y toucher au-delà de mes compétences. J'ai pourtant écrit une demande sobre, technique. Je souhaitais comparer des signatures isotopiques et élémentaires avec des anomalies géophysiques. Je demandais l'accès à des sections précises, celles qui, selon les modèles, traverseraient la zone de discontinuité. La réponse n'a pas été un refus. Elle a été une question. Pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? C'est une question innocente en apparence, mais dans le monde des consortiums, c'est la question qui sert à repérer les gens qui ont vu quelque chose. J'ai répondu avec prudence, en restant dans le langage acceptable. Corrélation multiparamètres, hypothèse d'interface lithologique. Besoin de contraindre l'interprétation. 2 jours plus tard, on m'a proposé un rendez-vous, pas avec un technicien, mais avec un comité restreint de chercheurs impliqués dans la gestion des carottes. Je ne savais pas encore ce que je verrais, ni même si je verrais quoi que ce soit. Mais je savais que j'avais franchi une autre frontière, celle où l'on ne travaille plus seulement sur des données publiques, mais sur des objets que des institutions protègent, non parce qu'ils sont dangereux, mais parce qu'ils sont sensibles. Et ce mot, dans ma tête, ne voulait plus dire coûteux. Il voulait dire capable de changer la manière dont on raconte ce que l'on sait. Le comité n'était pas un tribunal, mais il en avait la géométrie. Ils étaient 5, assis autour d'une table trop large, avec des ordinateurs fermés devant eux comme des boucliers. 2 étaient des géologues d'impact, un était géophysicien, une était responsable de collection, et le dernier, silencieux, avait l'air d'un administrateur scientifique. Celui qui ne signe pas des articles mais signe des accès. On m'a offert un café. J'ai refusé. J'avais besoin que mes mains restent calmes. La première question a été répétée, avec une nuance différente, comme si chacun voulait entendre ma réponse dans sa propre langue. Pourquoi ces sections-là? J'ai redonné la même réponse que par écrit, en l'épaississant juste assez pour qu'elle ait l'air de la vérité complète, corrélation multiparamètres, discontinuité interne persistante, hypothèse d'interface lithologique, besoin de contraindre la nature des matériaux. Je n'ai pas mentionné mes listes, ni mon mot viable, ni mes analogies. Je n'ai pas mentionné le modèle formel. J'ai parlé comme un scientifique qui veut résoudre un problème de matériaux. Ils ont hoché la tête, et j'ai compris qu'ils n'étaient pas là pour décider si j'étais sérieux. Ils étaient là pour décider si je devais voir ce qu'eux avaient déjà vu. La responsable de collection a pris la parole. Elle a expliqué d'un ton neutre que les carottes profondes de Chicxulub ne sont pas simplement des échantillons, ce sont des objets politiques. Chaque fragment a une chaîne de garde, une responsabilité, une histoire de financement, et parfois des querelles anciennes. L'accès est contrôlé pour de bonnes raisons, et aussi pour de mauvaises. Puis elle a dit « Vous voulez corréler une anomalie géophysique avec un matériau, c'est raisonnable, mais il faut savoir que certaines sections ont déjà été problématiques. » Ce mot « problématique » a été prononcé comme une politesse. Le géologue d'impact, celui qui avait l'air le plus fatigué, a ajouté « On ne cherche pas à cacher, on cherche à éviter les interprétations prématurées. » Je savais ce que cela signifiait. On ne cache pas un résultat quand on est sûr de lui. On l'enterre quand on ne sait pas comment le dire sans se ridiculiser. Ils m'ont fait signer un addendum. Rien d'illégal. Rien de sensationnel. Un engagement de ne pas diffuser d'images brutes. De ne pas publier sans validation du consortium sur certaines zones. De ne pas extraire de sous-échantillons sans accord écrit. Je l'ai signé. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.